Now we care like we never were. And Psalms and tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. The Psalms and tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years after 7 years. Away we go,
Now we care like we never were. And songs and telly, I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. The songs and telly, I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Away we go, can you tell? I'd like to see the legacy. Call it climate change, I call it climate security. Got my time to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Mais vous êtes là. Mais alors, il faut que je refasse mon nœud de cravate. Attends, j'ai pas le temps. Voilà. Beaucoup mieux, non? Voilà. Bon. Alors, comment ça va? Hein? Ça fait quoi? Ça fait 2 jours que Macron a été réélu. Et je sais que vous êtes déjà super contents. Hein? Comme nous tous, d'ailleurs, on est tous super contents. Parce que tous les matins, tu te lèves et tu te dis « Ah, putain, mais quelle chance! Je vis dans le pays où Emmanuel Macron est président. » Et bien ça, vous savez, on n'est que quelques millions à pouvoir le dire. Hein, et encore que la moitié quasiment. Mais quand même, c'est une chance. Hein. Vous ne mesurez pas vraiment la chance. Il va falloir vraiment tous les matins se mettre dans la tête que c'est une chance inouïe de pouvoir se faire maraver la gueule par le meilleur président du monde. Objectif d'abonnement atteint, les amis. 790 sur 790. Merci, Eluoto. Alors, c'est la revue de presse du monde moderne. Merci d'être là chaque matin. Alors, moins droit le dos, plus large, le nœud de cravate. Non, j'aime bien quand c'est petit, les nœuds de cravate. Sinon, Macron, il a des nœuds énormes, comme Sarkozy, ça va pas. Hello Abu Dhabi, hello la Suisse. Ta place est en prison, Poulain, comme Julian Assange. C'est marrant, ça. McKinsey Football Club. Merci. Alors, il y a du soleil, et oui, c'est même pour ça d'ailleurs que vous venez tous les matins. C'est une dose de vitamine D, C, B, A, LBD. C'est une dose quotidienne qui marche plus ou moins, ça dépend des matins. Ce matin, ça devrait marcher. Alors, on a une revue de presse chargée ce matin. Beaucoup de choses dans la presse, notamment une interview de François Bayrou. Eh oui. Oui, on vous gâte, ainsi qu'une interview de Lionel Jospin. Ouais. Ouh là là, je me suis dit, bon bah là, on est mardi, c'est le jour 2 du quinquennat. Bon, il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne, c'est fini. Bon, alors. Mais il ne me menace pas, c'est de l'humour, c'est du second degré. Alors, vous savez, enfin pour ceux qui savent, cette revue de presse décortique la presse d'oligarques, enfin de capitaine d'industrie, Bernard Arnault, Xavier Niel, Drahi, enfin tout le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, par exemple, est un titre propriété de Bernard Arnault. Bernard Arnault qui a aussi sponsorisé le couple Macron depuis quelques années. Et alors le couple Macron, il y a un truc assez génial. On apprend comme ça, au détour d'une petite interview, qu'en fait, le président est une présidente. Regardez, c'est une vidéo exceptionnelle. Un si grand honneur que j'espère en être digne. Je ferai tout ce que je peux pour les Françaises et les Français. C'est un immense honneur qu'on mesure tous les jours, que j'ai mesuré depuis 5 ans et je suis prête encore pendant 5 ans. Ah ouais.
Ah, Jean-Brigitte, elle est formidable. C'est quand même, alors non seulement on a quand même le meilleur président du monde, mais on a la meilleure femme du meilleur président du monde, avec Jean-Brigitte, qui est quand même phénoménale, hein, parce que là, tu vois, dans sa tête, elle est élue, elle est présidente. Bon, c'est quand même limite pathologique. Hein. La meuf est arrivée à l'Élysée, elle a fait comme si c'était sa maison du Touquet, elle a changé la moquette, elle a dit non, ça sent le tabac, là, tu me vires toutes les tapisseries dégueulasses, elle a mis des tableaux dégueulasses dans tous les bureaux, c'est chez elle. Donc du coup, évidemment, là, comme t'as revoté pour 5 ans, hein, en étant un bon castor, en disant tiens, je vais revoter pour Macron, même si je l'aime pas, tiens. Comme ça, Jean-Brigitte, il est encore chez elle pour 5 ans, de quoi dire, c'est vraiment chez moi, et pour les déloger dans 5 ans, je peux te dire, va falloir envoyer les huissiers, hein, ça va être compliqué. Bonjour, oui, c'est fini. Comment ça, c'est fini? C'est fini. Peut-être même avant 5 ans, vous allez voir. Selon Julie, quelques heures sociaux sont à prévoir durant ce quinquennat, assez rapidement même, puisque le mouvement populaire enclenché avec le vote Le Pen et le vote Mélenchon ne s'arrêtera pas de si bon pied. Et ceux qu'on appelle les élites, vous savez, ceux qui prennent de la coke à Saint-Germain en disant « Hé, connard, t'as rien compris, toi, t'es vraiment con, hein !» ou les pédos, ceux-là ne sont pas nombreux et finalement on se dit ça peut pas tenir longtemps comme ça, vous allez voir. Alors c'est affreux ce que je viens de dire, hein. C'est vraiment affreux ce que je viens de dire. Mais bon, oui, la moquette de Brigitte bouloche un peu, c'est de source sûre. Le train de live vient de démarrer sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais même mettre 800 objectifs d'abonnement. Voilà. On est des dingues ici, on est complètement dingues. Cette revue de presse a commencé, c'était déjà dingue, mais alors là, ça devient vraiment dingue. La réalité est affreuse, oui, c'est pour ça que il faut en faire une base de travail, en fait. Hein, et à partir de là, essayer de dériver vers la poésie, vers l'humour, vers l'amour, vers plein d'autres choses que la réalité. Hein, parce que la réalité, c'est t'auras pas de retraite, c'est la 3e guerre mondiale, bientôt les famines, la 8e picouse, voilà. Hein. Et puis alors, il y a un truc assez marrant, je sais pas, vous avez sans doute vu passer, parce que vous êtes d'affreux conspi, l'histoire des résultats sur France 2. Hein. Alors, il y avait 14 millions de voix attribuées à Marine Le Pen en direct sur France Télévisions, et donc elle était au-dessus de Macron. Et puis, au cours de la soirée, paf, elle perd je sais pas combien de millions de voix. Alors voilà ce qui a été donné comme excuse. Et là, tu te dis, les mecs on n'ont plus rien à foutre, hein. Ils assument totalement. Alors, France Télévisions admet qu'il s'agit d'une erreur informatique dans le traitement des chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'un bug purement technique. On a affiché de mauvais chiffres. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah, si. Assume la chaîne. Encore des mecs qui assument. Hein. C'est assez génial. Contacté par Le Monde. Hein. Le Monde a cherché à savoir quand même. Il s'est dit, non, c'est bizarre, des petits chiffres là quand même. Alors, pour ce faire, la chaîne a fait appel à un prestataire. Tiens, McKinsey, au hasard? Non. Chargé d'établir la liaison directe avec le ministère sans aucune intervention humaine entre la réception des données et l'affichage. Tu vois le prestataire comme il est bon? McKinsey, non, on ne sait pas. On n'a pas le nom du prestataire qui a fait le lien donc entre le ministère sans aucune intervention humaine avec la réception et l'affichage des données. Mais lors de la réception de votes de plusieurs communes, l'ordinateur a additionné 2 fois certaines communes. Ça alors, au lieu de les corriger et les actualiser correctement. Voilà, ça c'est la chaîne qui l'admet. Toutefois, souligne France 2, le problème a été réglé immédiatement par des ingénieurs qui ont changé le protocole pour corriger le bug. Alors vous savez qu'il faut revoir les protocoles hein, par rapport au changement de paradigme. On est en plein dedans, hein, les mecs. Qu'est-ce qu'on fait dis donc, Kevin, Marine elle est en tête, qu'est-ce qu'on fait? Démerde-toi. Ok, je dis qu'on a compté en double. Allez, ça joue. C'est génial quand même. Et donc les mecs t'ont expliqué que c'est les résultats quand même de l'élection présidentielle. C'est un peu sérieux. Non, il y a juste des mecs qui ont compté en double, enfin une machine, pardon, qui a compté en double les bureaux de vote. Et après, bon, en temps réel, on a quand même revu. Alors, ce qui est marrant, c'est que Marine Le Pen ne conteste pas du tout les résultats. Elle est contente comme tout. Elle voulait pas gagner, donc ça va. Et moi, j'aimerais parler aux prestataires, quoi. Et dire, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur? Le moment où Gérald Darmanin débarque et dit « Bon les gars, on avait dit comme on avait dit, hein, à 21h30 on change les chiffres. Hein, voilà, moi j'ai les chiffres, vous me mettez ceux-là. » Non, je rigole. Évidemment, il ne faut pas contester les résultats de l'élection présidentielle, notamment sur Twitter, sinon vous êtes banni encore une fois. Alors,
Ça va parce que Elon Musk a racheté Twitter. Alors tout le monde est là, putain, Elon Musk rachète Twitter, c'est l'enfer, ça va être un enfer. Les insultes vont reprendre à blinde, on va plus pouvoir censurer des gens qui disent n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Bon, enfin, on va retrouver Twitter. Alors, en même temps, Twitter, je vais te dire, c'est 2000 modérateurs dans le monde, donc tu peux déjà largement dire n'importe quoi. Hein. Par rapport à Facebook, qui te censure dès que tu montres, je sais pas, un bout de nichon, une cravate. Et donc, c'est impressionnant. Donc, Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. Ça les vaut pas, hein. Mais le mec s'est dit, tiens, allez, je vais me faire un petit délire. Hein. Comme j'ai de la thune, je sais pas quoi en faire. Allez, de toute façon, c'est de la dette. Vas-y que je te pousse. Alors, cravate de notaire. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. C'est censure sur censure. Bah oui, mais tout est censuré. Mais bon, avec ce rachat, on va voir ce que ça va donner sur les politiques. Alors, peut-être que le compte de Donald Trump va être réinstallé. Donald Trump, c'était the king of Twitter. C'était le mec, tous les matins, il se levait, il tweetait. Il se couchait, il tweetait. Il était à la Maison-Blanche, c'était une réunion de crise, il tweetait. Il tweetait tout le temps. Et il tweetait pour, genre, insulter les mecs en face en disant « Toi, je t'aime pas, en bout de la table, là, connard. » Bim, 1 million de retweets. Alors, s'il peut racheter YouTube, ce serait très bien également. Enfin, si en gros, les GAFAM pourraient arrêter de faire de la censure débile à 2 balles, parce que nous, on s'est fait striker de YouTube. Striker, c'est-à-dire, on a une vidéo qui a été enlevée d'avril 2021. J'ai regardé dans la vidéo ce qu'on disait qu'il n'allait pas, il n'y a rien. Mais bon, visiblement, on n'a pas respecté le machin. Bon, donc voilà. Merci beaucoup pour le train de l'hype, vous êtes formidable, 4 abonnements offerts. Ici c'est Twitch, donc tant qu'on n'a pas YouTube, il n'y aura pas de replay sur cet autre GAFAM qui appartient à YouTube, c'est Google je crois. Donc c'est tous les matins ici sur Twitch. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse, ce stream, à l'héberger sur vos autres Twitch, à passer le mot, à juste dire que voilà vous êtes bien là parce que voilà. Oui, il faut pas insulter sur les réseaux sociaux, il faut pas non plus dire que les résultats sont truqués, il faut pas dire que le vaccin marche pas, tout ça c'est interdit parce que c'est pas prouvé. Alors de plus en plus, mais non, aujourd'hui, les faits, rien que les faits. Hein. Donc il y a eu un bug informatique qui fait que les résultats, vous comprenez bien qu'on a compté 2 fois. Bon, c'est des trucs qui arrivent. Hein. Dans la caisse, c'est pareil. Hein. C'est pareil pour la compta. Je t'ai raide, mon frère. Merci beaucoup. Télé d'intérêt général, merci. Et ben voilà, un raid, très bien. Vidéo trop visible. Ouais, non, elle avait même pas fait 10 000 vues, je crois. Enfin, c'était un truc débile. Bon, bref. Salut. C'est tôt quand même, j'ai plus l'habitude des rediffs. Ah bah écoute, Mofonde, bienvenue pour le live. Les rediffs, c'est vrai que c'est plus pratique pour regarder dans la journée. Puis sur YouTube, il n'y a pas les pubs qui tombent au mauvais moment comme ici. Alors, allons-y, commençons cette revue de presse après ces quelques mots d'introduction. Nous avons donc aujourd'hui en France, le canard à nanar, Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, de Brigitte et Emmanuel Macron, et également d'aujourd'hui en France, Le Parisien. Les inconnues du 3e tour, quelles sont-elles? Alors on ne sait pas qui va gagner, on ne sait pas si c'est Macron qui va avoir une majorité recomposée, on ne sait pas trop si le pari de Jean-Luc Mélenchon d'avoir une majorité, de finir Premier ministre peut marcher. Alors il y a des sondages qui viennent de sortir dans le Challenge. C'est pas bon. Hein. C'est plutôt Macron qui va se taper encore une grosse majorité de godillots et nous qui allons morfler pendant 5 ans. Hein. 5 ans au mieux. Au mieux parce qu'il est possible que tout ça s'arrête avant, soit parce qu'une ogive nucléaire va toucher Paris, soit parce qu'un nouveau virus tueur zombifiant va décimer la moitié des Français et de l'humanité, soit parce qu'à un moment on va dire stop, on va faire une grève générale et on va dire non, on arrête ces conneries là, franchement. Ou un contact extraterrestre. C'est tout ce qui nous reste pour, se dire, tiens, enfin un contact extraterrestre. Et là, les mecs arrivent, vous êtes trop cons, on va vous anéantir. C'est pas sympa. On avait dit qu'on pouvait parler, faire de la musique, essayer de... Non, on va pas perdre de temps avec vous. Alors, pour Matignon, Emmanuel Macron cherche la perle rare. Mais oui, mais dis donc, c'est pas le mec qui a mis, Cruello et Jean Castex, Premier ministre? Ah bah la perle rare, tu dois la trouver parce que visiblement tu cherches pas non plus,
Bah, ou alors tu... Bon. Alors, le résultat de la présidentielle va-t-il contraindre Emmanuel Macron à revoir ses plans concernant le profil de son futur Premier ministre? Est-ce que ce sera Tataillé? Est-ce que ce sera Garcimore? Est-ce que ce sera Gérard Majax? Est-ce que ce sera Carla Bruni? Nicolas Sarkozy peut-être? Ou bien Emmanuel Valls? Non, tout ça c'est des faux noms. Mais on pourrait faire un jeu. Hein. Qui sera le Premier ministre d'Emmanuel Macron? Un jeu buzzer. Alors moi je mise 2 sur Gérard Majax. Ah ouais, moi je mets 3 sur François Bayrou. Ah non, il a encore les affaires. Vous allez voir, l'interview de François Bayrou, elle est mignonne comme tout. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, alors jusqu'alors, la petite musique était ainsi faite dans les couloirs de l'Élysée en cas de réélection. De préférence, une femme, pour le symbole. Hein. Fous-moi une femme, s'il te plaît. Fais-moi des blancos. Vous vous rappelez de la vidéo de Valls qui était là? Mets-moi des blancos, faut de la diversité. Là, c'est pareil. Tiens, tu me fous une femme, c'est pour le symbole. Voilà. C'est bien? Vous êtes sûr que c'est une femme? Non, parce que... Non. D'accord. Bon, bah, si, alors d'accord. Alors ça va. Madame la Première ministre, bonjour. Alors, capable de mettre les mains dans le cambouis quand même. Hein. Vous êtes, c'est mieux alors si elle peut mettre les mains dans le cambouis. Eh ben c'est très bien. Alors, mais qui? Alors, on parlait d'Elisabeth Borne, mais non. Non, trop techno. Et puis il faut faire... attendez. Il va falloir porter des réformes techniques et difficiles, et plutôt sur la gauche de l'échiquier politique pour compenser les dominations des 2 précédents locataires issus des rangs de LR. Donc en fait, il faut trouver une femme de gauche qui en a rien à foutre du social et qui a envie de maltraiter les Français. Bon, c'est super. Et alors apparemment, le nom de Carole Delga circule, parce qu'elle remplirait toutes les cases. Hein. Elle est une femme de gauche, de la gauche, vous savez, la gauche, quoi. La gauche, et elle est prête à maltraiter tous les Français pour être Première ministre. Quoi. Voilà. Il faut une peau de vache. Il faut... Oui, alors le site est suspendu, mais il revient, vous inquiétez pas. C'est un problème d'hébergement, c'est pas un problème de censure. Tout va bien. Alors... Ouh là là. Je n'arrive plus à vous suivre sur le chat. Ah si, voilà. Au revoir. Ségolène Royal, peut-être. Marlène Schiappa, ce serait couillu. Tiens, on commence fort. Oui, le président a choisi quelqu'un d'expérience avec cette qualité de savoir parler aux Français populaires. J'ai déjà le discours. Alors, il va surtout falloir un profil très politique. Car l'objectif premier, cynique, c'est de gagner les législatives. Alors, tu as déjà arnaqué avec ton front républicain, et là, tu veux réarnaquer en disant « Les gars, filez-moi une majorité que je vous maltraite correctement. » Non, parce que si j'ai pas la majorité, va falloir qu'on discute, va falloir que je fasse des 49.3, que je gouverne par décret, que limite je mette l'état d'urgence sanitaire jusqu'à la fin du monde. Ça va être compliqué. Alors, ça c'est un proche qui insiste. Hein. Emmanuel Macron le dit d'ailleurs lui-même. La présidentielle se joue aux 4 tours. Comprendre les 2 qui viennent de se dérouler, puis... 2 des 12 et 19 juin. Une scène illustre bien l'enjeu du moment. Elle s'est déroulée ce dimanche soir au second tour. Peu après 19h, dans son bureau de l'Élysée, il y a là sa garde rapprochée dont le secrétaire général Alexis Kohler. Les affaires MSC. Alors, le communicant Clément Léonard-Duzy, puis arrivent Julien de Normandie, Richard Ferrand et Sébastien Lecornu. Salut les rois mages. Alors, qu'est-ce qu'on apporte à l'enfant Jésus? Quoi? Du gaz lacrymogène, ça je prends. Des LBD, ça je prends. Oh, c'est quoi cette réforme? Je l'avais pas vu venir. Le pass vaccinal sanitaire européen du droit de vote. C'est bien ça, je le prends. T'imagines la réunion, le sommet à l'Élysée. Hein. Richard Ferrand, Sébastien Lecornu, Julien de Normandie. Bon, alors, Semaine Popcorn, ça c'est le titre l'intertitre dans Le Parisien aujourd'hui en France. En somme, des représentants des 2 obédiences qui s'affrontent en coulisses pour le choix du futur locataire de Matignon. Ça va être la Semaine Popcorn, se marre d'ailleurs un témoin. Ça va castagner entre l'aile gauche qui considère que l'on a fait suffisamment travailler la poutre à droite et qu'il faut rééquilibrer, puis l'autre aile qui s'appuie sur les résultats du premier tour pour dire que le pays n'a jamais été aussi... mais bordel. Ils utilisent encore des termes. Tiens, on va faire travailler la poutre. Mais je vais la faire travailler la poutre, mais t'as pas idée. Hein, une poutre bélier.
Non, mais oui, c'est une expression d'Édouard Philippe qui disait il faut faire travailler la poutre. Hein. C'est le bois qui travaille entre la droite et la gauche. Alors, on a compris qu'il n'y avait pas de gauche dans la Macronie, mais il y a encore des mecs qui s'acharnent à penser qu'ils sont de gauche et qui font partie de la Macronie. Bon, c'est des cas psychologiques. Hein. C'est des mecs, tu pourras rien en faire. Hein. Une fois en prison, ils seront là. Oui, monsieur le Premier ministre, on a le Conseil des ministres ce matin ? Non, c'est douche. Ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Non, Griveaux n'est pas revenu, lui. Non, il est revenu pour faire campagne, m'accusant d'être, bien sûr, un télégraphiste du Kremlin. Et puis, il a disparu. Mais il y a des choses qui ne disparaissent pas, hein, qui restent gravées à jamais dans nos mémoires. Et voilà, malheureusement pour nous tous. La poutre de Griveaux. Et d'autres, hein, d'ailleurs. Poutrelle 2022. Enfin bref, voilà, c'est vous dire que le choix est compliqué, qu'il ne sait pas trop qui choisir pour faire en sorte qu'il gagne les législatives. Alors, on parle d'Elisabeth Borne, hein, de Christine Lagarde, on parle de Arnaud Montebourg. Eh oui, tchou, bonjour, c'est Arnaud Montebourg, c'est la remontada. J'existe encore, vous voulez du miel ? J'amène du miel pour les conseils des ministres. Oui, c'est des petits gâteaux qu'on fait avec du miel des pays de Loire. Voilà. Les Français, ce qu'ils demandent, c'est un peu de tenue, s'il vous plaît. Donc Elisabeth Borne, elle peut apporter le côté technique, hein, mais politiquement, elle apporte rien. Et puis, Julien de Normandie, c'est Macron en moins bien. Et qui dit ça ? Eh bien, c'est une stratège de la majorité. Une stratège de la majorité. Moi, je pense que c'est pas une stratège de la majorité. Moi, je pense que c'est Amélie de Montchalin qui dit ça. Et qu'elle a bien envie d'y aller aussi. Et qu'elle est bien en train de tacler tous ses petits copains qui sont nuls. Et elle dit, moi je suis bien. Moi, tous les matins, je dis que j'ai de la chance de me lever dans un pays où Emmanuel Macron est président. Tous les matins, je fais le salut, hein, à la photo du couple présidentiel parce que c'est un beau couple, parce que voilà, il me donne la pêche tous les matins. Tous les matins, avant la revue de presse, hein, voilà, c'est ma morning routine. Hein, je lis un discours d'Emmanuel Macron au hasard. Hein, j'ai compilé plein de discours et en fonction du jour, du temps, un algorithme me permet de lire un discours du leader et ça va beaucoup mieux. Et depuis que je fais ça, je gagne, je sais pas, de l'espérance de vie, je gagne de... C'est dingue, hein. Non, parce que c'est pas la Corée du Nord, parce qu'on peut encore rigoler, mais bon, voilà. Et puis alors bon, Bernard Arnault et son journal sont allés chercher Lionel Jospin. Il s'est dit, tiens, qui c'est qu'on pourrait interviewer, qu'on s'en fout ? François Bayrou ? Non, il est dans le Figaro déjà. Valéry Giscard d'Estaing ? Non, il est mort, lui. Ah, alors qui donc ? Lionel Jospin. Voilà. C'est très bien, tiens. Lionel Jospin, voilà. Mais pourquoi ? Me demande pas pourquoi. Fais-le. Hein. Je te demande d'interviewer Lionel Jospin. Merci Thierry Campion pour 8 mois d'abonnement. C'est beau. Il y a des gens qui sont abonnés à cette revue de presse depuis plus d'1 an maintenant. Ça y est, c'est formidable. Georges Pompidou, mort aussi. Alors Lionel Jospin, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce que vous voulez savoir ce que dit Lionel Jospin ? Pourquoi personne ne répond ? Bon, d'accord. Bon, si c'est ça, alors franchement, ah non, mais c'est pas sympa, hein, parce que non, bon, tant pis, vous saurez pas ce qu'il a dit. La France qui dit non à Macron, mais quelle est-elle ? Eh oui, il y a une France qui dit non à Macron. Mais vous n'êtes pas fou, la France qui dit non à Macron ? Alors, ils sont allés faire un reportage dans la France qui dit non à Macron. En disant, tiens, on va aller voir la France qui dit non à Macron. Et donc, tiens, pourquoi tu dis non à Macron ? Parce qu'il a mis un passe vaccinal, fils de pute. Ah oui. Pourquoi tu dis non à Macron ? Parce qu'il a fait en sorte que mes parents soient au chômage. D'accord. Pourquoi tu dis non à Macron ? Parce que je suis allé à l'aide alimentaire. Alors, c'est plein de portraits comme ça de Français qui ont voté contre. Alors, il y a des pro-Le Pen, quand même, qui disent, moi, j'en ai ras-le-bol. Il y a ceux qui sont anti-passe vaccinal, évidemment. Il y a ceux qui n'aiment pas Macron, tout simplement. Hein. Puis il y a ceux qui n'en peuvent plus de cette politique. Et il faut dire que c'est important de dire non à Macron. Et on peut féliciter la France qui a dit non à Macron parce qu'elle n'était pas nombreuse, parce qu'on a eu beaucoup trop de castors. Et que du coup le mec se dit c'est un plébiscite pour la politique d'Emmanuel Macron, c'est une belle élection, hein, c'est une grande et belle élection, hein, je crois que plein de Français sont d'accord pour que je leur en foute plein la gueule. En fait non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche, monsieur Macron, pas du tout. Mais bon,
C'est assez terminé. Donc, beau reportage dans la France qui dit non à Macron, où tu vois quand même que le Parisien aujourd'hui en France se demande pourquoi des gens ont dit non à Macron. En disant, vous êtes quand même 42%, ça en fait du monde. Les mecs découvrent cette France. Et puis, un pays à réconcilier. Alors, c'est mal barré avec un président qui passe son temps à dire « Toi, je t'emmerde. Toi aussi, je t'emmerde. Toi, toi, t'es pas beau, dis donc, mais un costard. Toi, t'es rien. Toi, tu sais pas lire. Toi, tu m'aimes pas, prison. Toi, t'es bizarre. » Donc, il va pas nous réconcilier. Ça, c'est... Vous avez les petits points bleus, Marine Le Pen, les petits points jaunes, Emmanuel Macron. Alors, on a l'impression que il y a plus de Marine Le Pen que d'Emmanuel Macron. Oui, mais alors c'est juste parce que c'est les communes. Alors, il y a eu beaucoup de communes qui ont voté, qui ont mis Marine Le Pen en tête, mais il y a moins de gens qui habitent dans les communes. Les grosses villes, et alors les Bretons, les Bretons, c'est Macron. Je sais pas ce qui se passe en Bretagne. C'est une terre perdue à jamais. Ils sont totalement macronistes. Parce que déjà au premier tour, ils étaient ultra macronistes. Et là, c'est... voilà. Un truc de dingue. Pourtant, la Bretagne, tu te dis, attendez, les Bretons, merde, vous picolez, ou la musique, tout ça, le chouchen, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une région que je ne... Bon, après, c'est historique peut-être. Donc voilà, alors après, l'Est, le Nord, évidemment, Hénin Beaumont, tout le monde a vu la vidéo de ces ouvrières outrées de voir Macron repasser. Et on comprend cette détresse, parce que oui, on n'a pas envie de voir Macron repasser. Mais il y a des gens qui trouvent ça normal en disant « Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, on n'avait pas le choix. » Regardez ça, par exemple. On a fini par donner un bulletin à Macron, le fossoyeur de l'enseignement supérieur. Aurélie, une doctorante. Mais ça sert à quoi de faire autant d'études pour être aussi con, Aurélie ? Si Macron est le fossoyeur, tu le vires, tu lui donnes pas un bulletin, bordel. Bon, c'est pas. Après, c'est le Front républicain, c'était pour sauver la démocratie, il fallait absolument remanger son vomi froid, donc évidemment. Oh, Macron, il est nul, mais tiens, je vais voter pour lui, comme ça, je pourrais 5 ans dire qu'il est nul. C'est un choix de vie. Je vois bien Fidel Castro, tu vois, dire tiens, j'aimerais bien faire la révolution, mais je vais perdre, comme ça, je pourrais essayer de la faire pendant. Ou Le Pen qui essaye de faire tiens, je vais faire semblant de vouloir gagner. Et non, j'ai pas gagné. Ah oui, c'est peut-être qu'il y a plein de retraités en Bretagne, peut-être. Beaucoup de boomers. Peut-être démographiquement, il faut regarder en fait, il faut mapper les deux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le vote Le Pen n'est pas qu'un vote de dangereux extrémistes, antidémocratiques, racistes et xénophobes. Non, c'est des gens qui travaillent. C'est la France qui bosse. C'est la France qui gagne moins de 2000 balles par mois, qui n'a pas fait forcément d'études plus. Mais c'est surtout la France qui bosse. C'est ça, un des enseignements du scrutin. Donc voilà. Ou alors c'est les algues vertes, peut-être. Waouh, FKT 2002, merci pour les 6 mois d'abonnement. Ça, c'est la classe. J'ai rien à dire. La classe. 6 mois d'abonnement d'un coup, tu regardes, en fait, t'as pris sans... C'est un peu comme les mecs qui ont voté Macron qui l'aimaient pas. Tiens, j'ai voté Macron, même si c'est le fossoyeur de tout ce que j'aime pas, mais quand même, il faut que je vote pour lui parce que, oh mon Dieu, j'ai pas le choix, ah mon Dieu. Bordel, c'est fatigant, c'est fatigant. Aurélie, tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule, tu sais que t'as voté pour t'en prendre plein la gueule. Voilà. On en parlera plus tard, mais dans le Canard à Nanar, c'est juste un petit entrefilet qui dit que le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a affirmé hier que les Ukrainiens pouvaient gagner la guerre s'ils ont les bons équipements et le bon soutien. Alors les bons équipements, entendre, on va vous vendre plein d'armes, pas cher, mais en même temps, quand on vous donne les dollars pour que vous achetiez nos armes, tout ça, c'est du circuit fermé, c'est propre. Voilà, il a rencontré Zelensky avec Anthony Blinken qui était à Kiev. On en parle dans le Figaro tout à l'heure. Cette guerre n'en finit pas et elle n'est pas prête de finir vu que les Américains veulent se faire de la thune. Et puis tu te dis, Buitoni, groupe Nestlé, après avoir tué des enfants, en avoir handicapé certains à vie, tu te dis, ils peuvent pas creuser plus bas. Bah si. Voilà, il y a Buitoni qui a proposé 20 € de bon d'achat à la mère d'une enfant qui a été hospitalisée suite à avoir mangé cette pizza qui a filé la bactérie E. coli. Alors,
sa fille en est ressortie. Mais les mecs de Buitoni l'appellent tranquille pour dire « Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bon ?» Et ils lui ont demandé le diagnostic médical. Il y a eu plein de questions très cheloues. Et à la fin de l'entretien, Buitoni a dit « Oh bah c'est super, eh ben, on vous envoie un bon d'achat de 20 €. Tu te fous de ma gueule, Buitoni, Nestlé ? Nestlé, viens là. Viens, rapproche-toi. C'est pas possible, ces gens-là, en fait. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Pourquoi sont-ils si médiocres ? Bon, ben voilà. Donc, c'est quand même assez dingue de voir que tu peux creuser encore plus loin. Hein. Quand tu fais de la merde, ben, tu peux encore faire un peu plus de merde. C'est toujours agréable de voir ça. Alors, il ne faut pas blâmer les gens pour avoir donné de la pizza Buitoni à leurs enfants, hein, ça arrive. Faut pas éviter tout ce qui est bouffe industrielle. Mais bon, des fois, pas le choix. Et après, quand ton gosse finit mort parce qu'il a bouffé une pizza surgelée, tu te dis quand même, t'as un niveau de rage, je pense, rarement atteint. Et quand les mecs creusent, en plus, en te filant 20 € de bon d'achat, alors ils se sont excusés après. Ils ont dit « Oh non, on n'aurait jamais dû faire un truc pareil, on est vraiment cons, excusez-nous. » Ouais, c'est ça. Alors on change, Libération fait sa une. Alors ça, je crois que c'était quand il avait fait le truc sur la culture, hein, en bras de chemise, très excité. Hein. Il avait pris... Oh là là, il avait pris du jus d'orange juste avant. Il était dans un état d'excitation, le Manu, sur le chevauchement du tigre. Là, c'était Franck Riester était ministre de la Culture à l'époque. C'était génial. Et là, alors on change. Alors non, on change pas, les gars. C'est bien tout le problème. Il doit accepter de ne pas tout faire lui-même. Un proche d'Emmanuel Macron. Oui, parce que le mec, quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, mais lors de la première réforme des retraites, tu avais un retraité qui lui expliquait qu'elle ne gagnait pas, machin. Il prend la fiche, il dit « Ah ben, je vais vous le faire, ça, je vais vous le remplir, votre truc. Attendez, c'est facile. Il suffit de pondérer par 4, diviser par 2. Enfin, ah oui, quand même. Ça vous fait que 328,56 € par mois. Oh, bah écoutez, il suffit de manger du carton. Hein. Moi, j'en ai mangé, moi, du carton étudiant. Ah ouais. Non, mais putain, il fait tout seul. Hein. Alors, non, mais si il doit accepter de ne plus rien faire, en fait. Le mieux, c'est qu'il accepte très rapidement de ne plus rien faire. Et là, peut-être qu'on sera bien. C'est pas Macron, c'est Mosinor qui fait Macron, parce que j'ai trouvé son imitation de Macron parfaite. Parce que c'est vraiment ça. En fait, c'est trop difficile de faire Macron, donc tu peux faire ça. Vous savez, c'est le gang des auteurs. Alors, t'as Véran. Alors, Véran, c'est dire, c'est la santé, c'est la 4e dose. Une infection, une infection, de toute façon, vous savez. Mais Véran, il parle très très vite. C'est l'homme politique qui parle le plus vite de la 5e République. Le mec, il aligne, je sais pas, plus de mots dans une seconde que tu peux le faire. Donc du coup, tu comprends plus rien. C'est pour ça qu'il est ministre de la Santé. Et puis voilà. Non, mais c'est génial. Donc, tu dis, bon, voilà, il n'y a plus rien à... Et Macron, c'est mieux de l'imiter en faisant Mosinor qui imite Macron, j'avoue. Entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, le ressentiment national. La reconquête, c'est pas gagné, hein, puisqu'ils sont là à se dire il faut qu'il dégonfle sa tête qui est énorme et qu'il arrête d'insulter les gens, parce que pour une première, on peut pas dire qu'il est brillé. Louis Alliot. Alors, ils sont en train de se foutre sur la gueule. Alors, Marine a quelques dettes. Éric se voit un destin français. Alors, dans la circo des Français de l'étranger, plutôt. Et puis l'idée c'est de dire il faudrait qu'on se mette d'accord pour faire une alliance, pour avoir quand même des sièges, pour mettre au moins une centaine de députés si on peut, ce serait bien, merci. J'accepte aussi les chèques, tout comme Valérie Pécresse, si vous pouvez donnez s'il vous plaît, merci. Voilà, c'est pas joli, mais bon, c'est la politique, hein, voilà. Mais le côté il faut qu'il dégonfle sa grosse tête, sinon je vais lui foutre un gros pain dans sa gueule. Bon, c'est quand même pas mal. Alors, bah oui. Donne. C'est des mendiants de l'amour. Les politiciens sont des mendiants de l'amour. Et puis alors, cette nouvelle dans Libération, l'hécatombe suspecte parmi les oligarques russes. Alors là, vous allez voir, c'est plutôt flippant. On est dans le domaine du méga flippant. Voilà, je vous lis l'article. Plusieurs hommes d'affaires russes et certains membres de leur famille ont été retrouvés morts depuis le début de l'année
Et vous allez voir, c'est un peu tout le temps la même chose, c'est-à-dire qu'on retrouve le mec mort, mais aussi toute sa famille. Alors souvent, on se dit, il a pété un câble, c'est un suicide collectif, voilà. Mais bon, ça fait très film de mafieux, en fait. Alors, mystérieuse série funèbre que celle des décès en cascade au sein de l'oligarchie russe depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est Newsweek qui publie le 22 avril cette information. 6 hommes d'affaires russes qui étaient influents, qui étaient spécialisés plutôt dans le secteur de l'énergie, le gaz, tout ça, le pétrole, eh bien, ils ont été retrouvés morts en quelques semaines dans des circonstances plutôt floues et intrigantes, entre guillemets. Si les décès ont toutes les apparences de meurtres ou de suicides familiaux, leur succession rapide et la similarité des faits suscitent des interrogations. Le premier drame, c'est le millionnaire Sergei Protosenia, ancien directeur général de Novatek, qui était un géant gazier russe. Alors lui, il a été découvert pendu dans une villa de la Costa Brava, à Lloret del Mar, en Espagne, le 19 avril. Une hache et un couteau maculé de sang se trouvaient à proximité. Les corps de sa femme et de sa fille, massacrés à l'arme blanche, ont été retrouvés à l'intérieur de la propriété. Voilà. Bon, t'imagines que la scène s'est pas forcément déroulée comme... Enfin, voilà. Mais bon, c'est assez... Voilà. Alors, aucune piste n'est écartée par la police espagnole. Le Russe de 55 ans a-t-il tué sa femme et sa fille avant de se suicider ? Ou la famille a-t-elle été assassinée et le crime mis en scène ? Alors, il faut savoir que Sergei Protosenia a manœuvré durant presque 20 ans au cœur du système de Novatek, le plus grand producteur privé de gaz naturel de Russie, visé par des sanctions de la part des États-Unis. Et puis, des spéculations ont émergé dans les médias à ce sujet à propos d'un triple assassinat déguisé, mais nous sommes convaincus que ces spéculations n'ont aucun rapport avec la réalité, a tranché la société Novatek le 21 avril dans un communiqué. Alors ça, c'est le premier qui se fait massacrer avec sa famille. Ensuite, il y en a un deuxième, c'est le décès de Vladimir Avayev, ex-fonctionnaire du Kremlin, ancien vice-président de Gazprom Bank. Voilà, quand même pas mal, la branche financière du mastodonte énergétique Gazprom. Alors lui, le 18 avril, on trouve le corps inerte de cet homme de 51 ans, retrouvé près de ceux de sa femme et de sa fille. Et là, ils ont été criblés de balles, tous. Voilà. Selon le Daily Mail, les tirs du massacre ont été effectués avec le pistolet d'Avayev dans l'appartement familial de Moscou, fermé de l'intérieur. Là encore, les rumeurs sur les circonstances exactes de la tragédie vont bon train. L'une des versions avancées par les médias suggère que le richissime banquier aurait découvert que sa femme avait une liaison extra-conjugale et toutes les hypothèses sont encore sur la table. Il y a d'autres morts qui sont toutes autant étranges. Il y a près d'un mois, le 24 mars, c'est le milliardaire Vassili Melnikov, 43 ans, qui avait été découvert sans vie à son domicile de Nijni Novgorod. C'est la 6e ville de Russie. Sa femme et leurs 2 enfants ont été tués de plusieurs coups de couteau. La piste privilégiée par les enquêteurs, cette fois-ci, laisse supposer que l'oligarque aurait lui aussi tué sa famille avant de se suicider pour des raisons financières. Vassili Melnikov était à la tête de la firme pharmaceutique Medstom qui fournit des équipements aux établissements de santé privés. L'entreprise du milliardaire était au bord de l'effondrement en raison des sanctions imposées aux pays agresseurs après son invasion de l'Ukraine. Ça, c'est le média ukrainien Galvered qui avance ça. Un récit que les voisins et proches, interrogés par le quotidien Commerçante, excluent à 100%, s'agissant de cette famille unie, exemplaire et non conflictuelle. La seconde hypothèse repose sur l'idée d'un possible meurtre en raison d'un conflit avec un ancien partenaire commercial. Voilà. Le 28 février, 4 jours après le début de l'invasion de l'Ukraine, c'est Mikhail Vatford, magnat russe d'origine ukrainienne de 66 ans, retrouvé sans vie, lui aussi pendu dans son garage du sud-ouest de Londres. Les autorités locales ont qualifié le décès d'inexplicable et ont refusé d'authentifier le suicide. Alors Watford, lui, il avait fait fortune dans le pétrole et le gaz à la chute de l'Union soviétique avant de bâtir un empire immobilier en Grande-Bretagne. Et puis, il y en avait d'autres qui avaient été tués en Grande-Bretagne ou qui avaient été retrouvés morts, en Grande-Bretagne. Boris Berezovsky, par exemple, c'était en 2014.
Et puis le lendemain du déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, toujours, le corps sans vie d'Alexander Tulyakov, 61 ans, directeur général adjoint de la trésorerie de Gazprom, lui aussi découvert pendu dans le garage de sa maison de Leninskoï, près de Saint-Pétersbourg, fief des membres privilégiés de la direction de cette multinationale. Bon. Alors, Novaya Gazeta rapporte que les spécialistes médico-légaux travaillaient déjà sur le lieu du décès lorsque le service de sécurité de Gazprom est arrivé. Celui-ci aurait alors décidé de mettre tout le monde dehors, journalistes et policiers. La dernière victime, enfin, de cette série noire, on peut appeler ça comme ça, s'appelle Leonid Shulman, chef du service des transports de l'entreprise Gazprom. Cadre important, au même titre que Tulyakov, qui habitait aussi à Saint-Pétersbourg, à Leninskoï. Son décès remonte au 30 janvier, un mois avant le déclenchement de la guerre. Là, en l'occurrence, l'homme était en congé maladie à cause d'une blessure à la jambe et il se serait donné la mort dans sa salle de bain. Une lettre de suicide se trouvait à côté du corps. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de suicides, de massacres familiaux, qui sont tous un peu les mêmes. Voilà. Dans chaque cas, il existe de larges suspicions que ces morts aient pu être mises en scène pour apparaître comme des suicides. Mais qui aurait fait ça? Et pourquoi? Mais qui et pourquoi? Voilà toute la question. Et y répondre, c'est finir pendu dans son garage, évidemment. Donc on va rester tranquille. On n'est pas en même temps oligarque russe, mais bon, quand même, il fait pas bon d'être oligarque russe en ce moment. C'est pas super. Vaut mieux être oligarque français. Oh oui, moi je suis content, regarde. Manuel a gagné à nouveau. C'est Bernard Arnault pour ceux qui ne le reconnaissent pas. Union européenne, des produits du quotidien bientôt vidés de leurs substances toxiques. Alors l'Union européenne, c'est génial, c'est censé nous protéger et tout. Alors avant de faire une loi pour virer enfin les produits toxiques dans les jouets, la parapharmacie, etc., ils vont déjà faire le pass biométrique, vous savez, le digital wallet, parce que bon, le sens des priorités. Là, d'ici 2030, peut-être, on va pouvoir enfin virer le bisphénol, les PVC, les PFAS. La Commission prévoit d'interdire d'ici à 2030 des milliers de produits chimiques dangereux présents dans les objets largement répandus, des housses de canapé aux couches pour bébés, y compris les jouets, les crèmes solaires. Enfin, c'est dégueulasse, il y en a partout, c'est de la chimie lourde et ça nous file le cancer, ou alors des petits problèmes. Je vous lis un morceau choisi. C'est vraiment dégueulasse. Là, tu te dis, mais que fait l'Union européenne? Bah, justement. 2030, les gars. Faut pas être pressé non plus. D'ici là, on a le temps de se... il est quoi, 2022? T'as 8 ans pour en prendre plein la gueule. 200 000 substances chimiques sont utilisées en Europe. Les ventes mondiales de produits chimiques ont plus que doublé entre 2000 et 2017 et devraient encore doubler d'ici à 2030 et quadrupler d'ici à 2060. Il faut savoir que, par exemple, le pétrole, on va en vendre moins, mais on va vendre plus de produits transformés du pétrole. La pétrochimie va exploser et la pétrochimie, c'est de la chimie. Et dans la chimie, il y a chimie et il y a donc tous ces produits merveilleux pour la santé animale et humaine. Alors, il faut savoir que, en volume, les 3/4 des substances chimiques produites en Europe sont dangereuses. Je redis, parce que là tu dis non, c'est des conneries. Les 3/4 des substances chimiques produites en Europe sont dangereuses. Voilà. Ça ne change pas depuis 2004. En janvier, des scientifiques avertissaient dans une étude que la pollution chimique mondiale aux pesticides, PCB, plastique a atteint un niveau tel qu'elle menace la stabilité des écosystèmes dont l'humanité dépend. Mais ça, on s'en fout, c'est comme d'habitude. Tu dis, non, mais on s'en fout. Allez, tiens, reprends un coup de bisphénol, s'il te plaît. Oui. Ah, il a un petit goût de savon, celui-là. C'est pas dégueulasse. Alors, un rapport de l'ONU publié en début d'année estime par ailleurs que la pollution chimique est responsable de plus de morts que la pandémie de Covid-19. Bon, bah ça, c'est pas difficile en même temps, mais quand même. Face à ce constat glaçant, les gouvernements des États membres de l'Union européenne ont soutenu à l'unanimité la feuille de route annoncée par la Commission. Seule l'Italie s'oppose à l'interdiction de tous les plastiques PVC. La France, elle, a été parmi les pays les plus ambitieux en proposant d'interdire les produits dangereux dans les couches pour bébés, ou encore la cryosote, une substance cancérigène utilisée pour protéger le bois sur les poteaux électriques et traverses de chemin de fer. Bon, en même temps, on est moins au contact des traverses de chemin de fer, mais pour ceux qui les posent, pour les gens qui travaillent dans ces secteurs-là, c'est des maladies professionnelles, des cancers, c'est des difficultés, bien sûr, et des dangers pour la santé.
Alors, ça va mettre du temps, hein, voilà. Il faut au moins 2 ans hein, pour que des interdictions soient effectives. Toutes les substances seront bannies d'ici à 2030. D'ici à 2030. Hein. Donc, on a le temps de voir. C'est lent, mais c'est très rapide hein, comparé à ce qui s'est fait jusqu'ici. Et oui, interdire un produit chimique, ça prend de nombreuses années. Hein, il ne faut pas plus de 3 semaines pour en mettre de nouveaux sur le marché. Et tu comprends, c'est compliqué parce que ça veut dire que le mec doit arrêter sa chaîne de production, il peut pas produire de la merde pour te vendre de la merde, donc du coup il dit bah oui mais moi je perds de l'argent, mais en fait, faut arrêter d'acheter toutes ces merdes. Mais non parce qu'il y en a partout, mais oui. Le truc qui est dingue, alors il y a eu REACH hein, qui était sur les produits chimiques qui a été mis en vigueur en 2007 en Europe. Il faut savoir que l'industrie chimique crée un nouveau produit chimique dans le monde toutes les 1,4 secondes en moyenne. Donc les mecs sont ultra créatifs. Hein, ça, on ne va pas les arrêter. Et ultra dangereux puisque 3/4 de ces produits sont dangereux pour la santé. Alors, bien sûr, hein, vous allez avoir le syndicat de la chimie qui va dire « Sans la chimie, il n'y a pas de vie. La vie, c'est la chimie. Merci la chimie !» Solvay notamment, enfin des grosses boîtes hein, qui vivent de la chimie et qui disent non la chimie c'est génial. Ouais c'est génial sauf que c'est un peu dégueulasse quand même. Mais c'est génial. Par exemple l'Agence européenne des produits chimiques a averti en mars 2021 que 93% des produits chimiques actuellement commercialisés ne disposent pas d'informations suffisantes sur les dangers potentiels pour la santé, y compris les risques cancérogènes. Voilà, c'est génial. Hein. Alors, les cosmétiques et les jouets, c'est quand même le pire, puisque là, on a affaire à des trucs que tu te mets sur la peau ou que les gamins mettent dans la bouche, etc. Et là, 1680 substances chimiques ont été bannies et 323 ont vu leur usage restreint. Bon, je sais pas tout ce que ça veut dire, l'usage restreint, mais t'en mets un peu moins, s'il te plaît. Oui, que Jean-Kévin puisse... voilà, pas trop. Hein. Et 1775 substances étaient interdites dans les jouets. Alors là, c'est plus que ce qui avait été fait auparavant. Et donc, attendez, faut que je retrouve le texte. Au lieu de réagir, nous voulons prévenir. Bon ben voilà, c'est assez formidable. Regardez, c'est un petit graphique qui montre le mal que ça fait au corps humain. Voilà les effets des substances chimiques sur le corps. Alors vous avez plusieurs substances foireuses, hein. Le polychlorure de vinyle, le PVC, jouets, piscines gonflables, emballage alimentaire, cuir vegan, des additifs et des métaux lourds, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens et cancérigènes. Vous avez les bisphénols qui sont dans les biberons, les emballages qui font du trouble du neurodéveloppement, des cancers génitaux, la puberté précoce. Vous avez les métaux lourds, les phtalates qu'on met aussi dans les PVC, les retardateurs de flamme, les faces additifs de PVC sur les waterproof, etc., les crèmes solaires et les cosmétiques, cancer du sein, trouble du développement fœtal, réponse réduite au vaccin. Ça alors. Poids de naissance plus faible, maladie et mutations génétiques, rien que ça, maladie et cancer hépatique, maladie thyroïdienne, troubles neurologiques, perturbateurs endocriniens évidemment, troubles du système immunitaire, cancer des testicules, troubles du développement, puberté précoce, je l'ai dit, et allergie cutanée. Voilà, tout ça, c'est vendu, hein, c'est vendu dans le commerce, c'est même légal, hein, c'est comme l'évasion fiscale, c'est légal. C'est assez génial. Et puis vous avez bien sûr plein d'autres produits. À la chimie, c'est également la pharmacie pour passer par voilà. Le BIM, qu'est-ce que c'est que ça, le BIM? Il faut parler du projet BIM. Alors, qu'est-ce que c'est? On m'envoie un lien dans le chat. J'en prends connaissance immédiatement. Le BIM Manager. Quel pays est le leader du BIM? Le Royaume-Uni est toujours en tête. Mais c'est quoi le BIM? Plan radar. Ah, sur le numérique. D'accord. Ok. Bon, je regarderai ça en dehors de la revue de presse, puisque là, on se demande pourquoi je m'arrête de parler. Hein. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de m'arrêter de parler. Oui, alors c'est pire, hein, c'est quand même pire. Donc voilà, donc merci l'Europe, hein, d'ici 2030, on va être un peu sauvés. C'est super sympa de penser à nous. Merci.
2 morts sur le Pont-Neuf et un policier en garde à vue. C'était un refus d'obtempérer et un démarrage en trombe. Visiblement, un échange de stupéfiants. Le conducteur, son passager sont morts. Ils étaient connus des services de police. Le passager arrière est blessé et à l'hôpital. Lui n'était pas connu. Le policier a tiré avec son arme automatique directement, justifiant la légitime défense puisque la voiture aurait traîné une policière sur 5 mètres. L'enquête est en cours, le policier est en garde à vue, mais c'était le soir de la victoire d'Emmanuel Macron. Ça commence bien entre les tabassages place de la République et déjà des morts, puisque la lutte contre le crime s'intensifie. 118 ans, c'est l'âge de Lucille Randon, c'est la nouvelle doyenne de l'humanité. Alors, jusqu'à présent, doyenne des Français et des Européens, Sœur André, qui vit à Toulon dans un EHPAD, succède à la japonaise Kane Tanaka, 119 ans, qui est décédée le 19 avril. Voilà. Elle est heureuse, elle aime bien qu'on ait de l'attention pour elle, mais ce n'est qu'une étape. Son objectif ultime, c'est de battre Jeanne Calment, qui est morte à 122 ans. Alors là, et là, tu découvres que les mecs, il y a une nouvelle discipline aux Jeux Olympiques. Comme tu prends ta retraite à 78 ans, tu dois durer jusqu'à 122 ans. Voilà, c'est le qui va crever le plus tard. Alors qu'il faut savoir quand même, 122 ans, Jeanne Calment, c'est compliqué. Je pense me retirer de cette affaire, mais ils ne veulent pas, a fait savoir de son côté avec humour la centenaire qui a fêté ses 118 ans début février. 118 ans. Elle aura vu la réélection d'Emmanuel Macron, elle aura vu plein de guerres, c'est incroyable. Voilà, elle est sœur, c'est peut-être la proximité avec le Seigneur également qui l'a aidé. Sinon, cette nouvelle qui m'a fait rire, même si c'est tragique encore une fois, vous connaissez Michel Hazanavicius, le mec qui a fait OSS 117 et plein d'autres films, d'ailleurs, le The Artist. Son prochain film devait s'appeler Z, comme zombie, c'était une comédie sur les zombies. Le problème, c'est que Z, maintenant, c'est un peu Zemmour et c'est un peu aussi la lettre pour l'armée russe, dont on ne sait toujours pas vraiment la signification. Et donc, il a été un peu malmené par ses collègues ukrainiens qui ont dit « Dis donc, tu vas changer le titre de ton film, sinon ça va pas bien se passer. » Alors, en respect pour les Ukrainiens, plutôt que d'appeler son film Z, comédie de zombies, il va l'appeler « Coupé ». Donc il y aura quand même un Z, mais à la fin du mot, en expliquant que voilà, il veut choquer personne. Mais c'est vrai que Z, c'était plus marrant à l'époque où il a fait le film, c'était avant la guerre en Ukraine. Une comédie de zombies, c'est super. Zorro est au plus mal. Tout ce qui commence par Z, voilà, c'est compliqué. Le Z est cancel, lui aussi. Heureusement, Elon Musk rachète Twitter. On va pouvoir peut-être... Costa Gavras qui a fait un film qui s'appelait Z également. Alors je pense que ce film est cancel de toutes les plateformes de streaming également. Il ne faudrait pas choquer les gens. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est le festival de Cannes bientôt. Les gens qui ont sauvé la démocratie vont se retrouver entre eux depuis New York, Los Angeles, Tokyo. Ils vont dire « Oh, c'est génial la France, j'adore. Oh, votre président, il est trop beau. Je le mettrais bien dans un film, tiens. » Voilà, pendant que nous, on est là, on fait... Remaniement, majorité, ce que prépare Macron. Un mauvais coup. Je ne crois pas une demi-seconde qu'il y ait 40% de Français qui se situent à l'extrême droite. Il y a des personnes qui se sont servis du bulletin Marine Le Pen pour dire « Nous ne sommes pas satisfaits, il faut changer les choses, il faut changer de président ». Je ne veux pas assimiler les progressions des idées d'extrême droite qu'on constate ailleurs, un peu partout en Europe, à ce résultat de 40%. Ça, c'est Richard Ferrand, le mec qui est au perchoir, pris dans les mutuelles de Bretagne, et il ne comprend pas en fait que c'est à cause des mecs comme lui qu'il y a un vote. Comme celui pour Marine Le Pen. Mais c'est pas grave, il fait semblant de pas comprendre. Tout le monde a compris. Voilà. Mais je ne veux pas le croire. Je ne crois pas une demi-seconde. Non, c'est impossible. Vous savez, c'est bien. Il y a deux mondes. Il y a le monde des élites, autoproclamés, qui va très bien, qui va aller à Cannes, Monaco, tout ça, comme d'habitude. Puis il y a les autres. Puis alors là, les autres, tu vas dire, mais on peut pas continuer comme ça, en fait. Monsieur Ferrand. Bonjour à Saint-Denis. Ah non. Donc voilà. Merci Richard Ferrand pour ce doux moment de poésie matinale. Et puis ça, entourage d'Emmanuel Macron au sujet d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'était notre aile droite, c'est devenu un aileron. C'est le pompier pyromane, sans la puissance du port du Havre. Et toc, prends ça dans ta gueule, doudou. Édouard Philippe, il est mal. Il a monté son parti Horizon. Bon, c'est une vaste blague. Il va mettre 2-3 députés qui sont tous repris de justice ou voilà, qui ont fait des trucs avant. Il se voyait futur président, mais là, Macron va tout faire pour le flinguer. Parce qu'il l'aime bien, parce que c'est son ami. Puis Macron,
il a une chance formidable. C'est que autour de lui, les oppositions politiques sont assez nulles. Son camp, bon, bah, c'est même pas la peine. Donc, il peut s'amuser comme ça. Il fait des petits pions et tout. Et là, Édouard Philippe, qui était le nez fin, tu vois. Je suis le futur président. Bonjour. Bonjour, Édouard Philippe. Bonjour, le port du Havre. Bonjour. Et là, il parle de petit aileron de requin. Finito. Ah, il a 5 ans pour se refaire la fraise. S'il a un groupe à l'Assemblée, peut-être ça peut marcher. Horizon en plus, c'est super comme nom. Horizon requin. La grande interview de François fucking Bayrou. Vous l'attendez tous, évidemment. On attend tout le temps la grande interview de François fucking Bayrou. C'est notre commissaire au plan. C'est l'ami personnel d'Emmanuel Macron. C'est celui qui l'aime. C'est celui qui est le patron du MoDem. Vous savez le MoDem, le MoDem? Non, vous savez pas. Non, le MoDem. Le MoDem, quoi. Bon, non. Bon, bah alors, je peux rien pour vous. Alors, François Bayrou. Je vous fais une petite lecture, parce que quand même, c'est... Lui, c'est quand même le sus-boule d'or à peu près chaque mois. Donc, on ne peut pas rater une interview de François Bayrou. Comment analysez-vous la réélection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen? François Bayrou. C'est une victoire triplement historique. D'abord parce qu'aucun président de la République depuis De Gaulle n'a été réélu alors qu'il exerçait réellement le pouvoir. Cette phrase ne veut rien dire. Ensuite, parce que cette réélection intervient alors que le pays traverse une série de crises comme nous n'en avions pas connues depuis des décennies. Gilets jaunes, épidémie mondiale, la guerre en Europe. La guerre en Europe. En Ukraine. Calme-toi, François. Je sais que tu rêves, mais ça va arriver, t'inquiète. Mais attends quelques mois, laisse-nous passer l'été, putain. Et puis enfin, un tel écart entre deux candidats, plus de 17 points et plus de 5 millions de voix, c'est du jamais vu depuis 2002. C'est-à-dire que l'écart se réduit. Les mecs, il s'est encore sauvé le cul grâce aux castors. Sans les castors, il est mort. Mais bon, c'est pas grave. Faites semblant de croire qu'il a été élu sur un choix. Continuez, on vous regarde. Ça montre aussi que notre pays a des ressources républicaines profondes. Il n'a pas voulu laisser déraper son destin. S'il te plaît, ne laisse pas déraper ton destin. Vote comme François Bayrou, vote Emmanuel Macron. Ne laisse pas déraper ton destin. Non, parce que le destin avec Macron, il n'est pas brillant non plus. C'est-à-dire que le progressisme qui nous ramène au 19e siècle, avec la guerre en plus, c'est un destin... D'ailleurs, Macron l'a dit, les années qui viennent seront difficiles. Vous allez avoir plus de François Bayrou matin, midi et soir. Non, monsieur Macron, qu'est-ce qu'on a fait? On a voté pour vous, on est les castors et tout, et nous, vous nous traitez comme si on était des méchants anti-macronistes, c'est pas injuste. Si, c'est comme ça, ta gueule. Macron a quand même perdu 2 millions de voix en 5 ans. Cette plus faible assise vous inquiète-t-elle? Oh non, conserver une telle avance au travers de telles crises, c'est un exploit. Voilà, il est content. Ce vote m'oblige, a dit Emmanuel Macron. Oui. En ouvrant une ère nouvelle. Que cela représente-t-il? Un nouveau mode d'exercice du gouvernement et du rapport entre les gouvernants et le peuple citoyen. C'est une question d'écologie politique. Beaucoup de responsables en France ont le fantasme du passage en force et de Madame Thatcher. Je crois au contraire qu'il faut d'abord poser les questions et les laisser grandir dans l'esprit des citoyens avant de les résoudre. Je pose une question, je la laisse grandir dans l'esprit des citoyens, j'apporte une réponse que les citoyens ne veulent pas du tout. Ça s'appelle de l'escroquerie, oui. Mais non, mais pour lui, c'est une méthode politique, d'accord. Alors... Václav Havel, parlant des impatients en politique, disait « Ils sont comme ces enfants qui, pour faire pousser les arbres plus vite, tirent sur leurs feuilles. » J'ai jamais vu des enfants faire ça, mais bon, ok. L'épreuve de force de but en blanc n'est plus adaptée aux sociétés contemporaines. Il y a tout un travail de maturation civique à mener avec les Français. La maturation physique, c'est à coup de matraque et de LBD, donc qu'elle se fait. Vous êtes prévenus, vous allez bien maturer civiquement dans les 5 ans qui viennent. Alors, il faut convaincre pour entraîner, sans perdre de temps, mais convaincre. T'es pas d'accord? Voilà, on n'a pas perdu de temps. Et si au bout du compte, il y a conflit, alors, et seulement alors, il peut être assumé et tranché, y compris par référendum. Oui, surtout par une grosse godasse dans ta gueule. C'est comme ça qu'on résout les conflits en Macronie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Êtes-vous disponible pour remplir cette fonction?
Hein, il parle de Premier ministre, évidemment. Hein. Alors, je ne parle jamais pour moi. Je parle de ce que je crois être l'intérêt vital du pays en ces temps de lourde crise. D'accord, merci François. Et puis sinon, alors il y a cette phrase, et c'est encore lui qui récupère la médaille d'or du Sousboul. Il est imbattable. Il est imbattable. Dans notre équilibre institutionnel, je crois au triptyque d'un président fort, un gouvernement fort, un parlement fort. Je n'ai jamais approuvé les spéculations de ceux qui voulaient supprimer la fonction de Premier ministre. Jamais. Il faut une harmonie, une stéréophonie entre les deux figures de l'exécutif, une profonde complicité et un effort pour rendre passionnant la vie parlementaire et le débat politique. Voilà. Sinon, c'est la guerre civile larvée, et le désordre et l'impuissance. Bon, après, c'est chiant. La proportionnelle par référendum, on l'aura jamais la proportionnelle, faut pas rêver. Le modem au cœur de la Macronie, évidemment. Les investitures des candidats. Ah, et si, quand même. La justice vient de clore des investigations dans l'affaire d'emploi présumé fictif d'assistant parlementaire modem. Vous êtes toujours mis en examen, ce qui vous a entravé lors du précédent quinquennat. Qu'en est-il maintenant ? Cette instruction dure depuis 5 ans. Et je ne peux que répéter que ces accusations sont absolument infondées et que toutes les preuves ont été apportées, qu'il n'y a jamais eu d'emploi fictif. Mais je sais aussi les dégâts humains irrémédiables qui ont été provoqués par cette affaire mensongère et je mesure le gâchis. Alors là, le mec, voilà, 5 ans. Il sait que comme Macron est réélu, c'est nickel. Hein. On ressort Benalla qui a des liens avec quelques oligarques pas recommandables, quelques liens mafieux aussi, si on creuse un peu. Il faut que je creuse d'ailleurs. Oui, mais il faut du courage pour les lire pour vous. Voilà. Et quand tu les lis avec le ton et la forme, bon, ça passe. Hein, c'est pas si pire. C'est affreux, mais c'est pas si pire. Dans 14 ans, on en reparle. 14 ans, mais on en parle dans même pas un an. Le truc peut pas tenir. Allez, il reste encore beaucoup. Hein. Voilà, ça c'est machin. La droite en quête d'une nouvelle identité. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est fini la droite. C'est fini LR. Il y a Thierry Solaire qui a niqué, qui a fait son apo à pipe. Et là, t'as tous les gamelleux qui arrivent. Je peux être député. Je peux travailler pour Emmanuel Macron. Non, parce qu'avec Valérie, putain. Et là, Thierry Solaire fait. Et c'est fini. Et donc, la droite explose grâce à Thierry Solaire. Mis en examen sur je ne sais pas combien d'affaires, mais recruté par Macron pour flinguer la droite. Et ça marche. Le pire, vous savez quoi ? Ils sont tellement nuls, c'est que ça marche. C'est dingue. Du coup, crise d'identité. Blinken promet une aide militaire accrue, je vous en parlais tout à l'heure, à Volodymyr Zelensky. Beaucoup de canons, beaucoup d'argent, beaucoup de guerre. Hein, et vous pouvez gagner cette guerre si vous êtes bien armés, les Ukrainiens. Mais pourquoi diable les Américains sont-ils si impliqués dans cette guerre en Ukraine ? Serait-ce à cause des laboratoires, de l'affaire Burisma ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils foutent chez nous ? Il faut savoir que Blinken, après avoir serré la main de Zelensky, part à Ramstein, qui est une base militaire américaine en Allemagne. En Allemagne, il faut savoir qu'il y a 40 000 troupes américaines qui sont postées tout le temps. Voilà, et c'est normal. Voilà, c'est le seul pays en fait qui a des bases partout dans le monde, et c'est normal. C'est comme ça ta gueule. Donc ils viennent de se barrer d'Afghanistan, ils ont laissé plein d'armes aux talibans. Les talibans sont super sympas maintenant, vous savez, ils sont totalement woke. Et là, ils nous promettent une belle guerre en Europe en disant tiens, arme-toi, nous on te file la thune et les armes que tu achètes avec la thune qu'on t'a filée, et voilà. Hein, et faites la guerre en Europe, c'est loin de chez nous, et plus vous êtes flingués, mieux c'est pour nous. Et ça marche. Tu dis un truc qui va pas. Et puis le Puy du Fou ouvre son propre lycée. Alors j'ai cru que c'était pour avoir des cours d'histoire particuliers, où c'était Philippe de Villiers qui vous faisait l'histoire de Jeanne d'Arc jusqu'aux Templiers. Non. En fait, c'est super, c'est une école sur les arts du spectacle. Donc c'est un cursus double où tu fais l'école et en même temps, tu creuses ton talent artistique, que ce soit l'équitation, la jonglerie, le machin, etc. Pour ensuite aller bosser au Puy du Fou. Voilà, donc c'est le lycée du Puy du Fou, lycée privé évidemment. Mais alors après, je ne sais pas sur les cours d'histoire, je ne peux pas vous dire. Covid, plus de morts en 2021 aux États-Unis. 415 000 décès. Le virus est la 3e cause de mortalité dans le pays pour la 2e année consécutive. Alors tu dis, alors oui, mais alors pourquoi ? Alors c'est quoi ? La première cause, c'est les maladies cardiaques. Et là, je vous vois venir. Et non, faut pas. Non, parce que non. Mais vous voyez. Hein. Ensuite, c'est le cancer. Voilà, évidemment. Ensuite, c'est les blessures intentionnelles. Alors ça, c'est impressionnant. Les accidents vasculaires cérébraux.
AVC, les maladies chroniques, la maladie d'Alzheimer, ils mettent ça en cause de mortalité, donc on meurt de la maladie d'Alzheimer, le diabète, les maladies rénales et les suicides. Voilà, ça c'est donc les États-Unis. Donc le Covid en 3 quand même, c'est beaucoup. Alors, ça explique quand même dans l'article que les données sont encore incomplètes et ne permettent pas de mesurer le véritable impact du virus. Ah bah, alors pourtant, moi j'étais sûr qu'on savait là du coup. Non, mais alors, elles permettent de prendre la mesure de la gravité de la pandémie. Oui, mais il faudra plus de recul pour mesurer et comprendre les conséquences démographiques éventuelles. Le Covid a en effet emporté un grand nombre de personnes en mauvaise santé qui seraient probablement mortes ces prochaines années. Si la pandémie prend fin en 2022, ce qui est encore loin d'être garanti, il y a encore plein de doses qui attendent, des bras qui vont être obligés de les prendre. Il faut voir un rééquilibrage dans les années à venir avec une baisse significative de la mortalité. Voilà, le Covid a emporté les plus faibles. Et ce qu'on savait depuis le début, mais bon voilà, les chiffres nous les donnent, c'est les États-Unis qui nous expliquent, mais c'est pas complet encore, c'est pas tout à fait complet. Cette interview de Julie aussi, beaucoup d'observateurs redoutent que le prochain quinquennat soit marqué par d'importants troubles politiques et sociaux. C'est une évidence, mais cette contestation viendra, comme c'est le cas depuis 20 ans, de la France périphérique. Voilà. La contestation des gens ordinaires ne s'arrêtera pas car elle est existentielle. C'est à lire dans le Figaro. C'est une interview de Christophe Guilly qui explique en fait, expliquant que ce mouvement populaire va pas s'arrêter, que les gens n'ont ras le bol d'être pris pour des cons en fait. Je crois que ça commence à se voir. Entre la façon dont les médias mainstream traitent de l'actualité, les sondages, les instituts, comment les élites sont de plus en plus déconnectées, bref, tout ça ne va fonctionner. Après, il explique que dans l'histoire récente, aucun parti ou mouvement populiste n'a accédé au pouvoir sans alliance ou sans le soutien d'un parti puissant. Donc, les partis puissants, ceux qui ont les réseaux d'argent, ceux qui ont la technocratie, ceux qui ont les élites, voilà, comme elles s'appellent elles-mêmes, c'est eux qui décident qui peut éventuellement accéder au pouvoir. Aucun mouvement populiste n'a renversé la table ces dernières années. On pense bien sûr au mouvement 5 étoiles. En Italie, il y a eu beaucoup de mouvements de ce côté-là. On pense évidemment à Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, et à chaque fois, c'est la même histoire. Le parti arrive au pouvoir, ne peut rien faire, est discrédité et s'en va. Et ça recommence avec quasi les mêmes, c'est assez souvent les mêmes en vrai. Donc voilà, on est bien. On est bien tata. C'est vrai, ça, le coup des tickets de cinéma? Le fou du roi dans le chat nous dit que passe vaccinal obligatoire à partir du 9 août? Non. Il ne ferait pas des conneries pareilles. Non, il nous garde la surprise sous le coude. Il faut faire monter le suspense. Ils ne sortent pas le truc direct. Et puis le biogaz, pourra-t-il remplacer le gaz russe? Le biogaz, c'est toutes les merdes agricoles qu'on laisse fermenter. Ça fait du gaz et ça va nous permettre de nous chauffer avec de la bouse. C'est super, c'est le progrès. Et on pourrait arriver jusqu'à 15% de biogaz d'ici quelques années. 15%, c'est ce qu'il faut pour remplacer le gaz russe. Donc voilà, on va faire un max de biogaz. Alors il faut savoir que le biogaz, c'est quand même pas génial pour le voisinage. Mais bon, ça, on s'en fout. L'idée, c'est que ce soit bien dans les rapports de McKinsey. En Europe, une alerte sur la pénurie des métaux rares, un rapport qui quantifie les besoins pour la transition climatique. À moyen terme, l'UE devra importer, puis pourra miser sur le recyclage. Voilà les métaux dont nous avons besoin: zinc, cuivre, nickel, cobalt, basalte, lithium et plein d'autres. Jusqu'à présent, nous importons, ça coûte très cher, c'est les Chinois ou les Russes qui sont en pointe de l'export de ces matières rares. On va commencer à faire des mines en Europe. Et là, Timmy sera là pour former les enfants, les enfants européens qui vont pouvoir creuser. Des jeunes castors ont déjà rejoint la mine et creusent avec leurs dents. Ça commence, des castors de 2 ans et demi, 3 ans qui arrivent et qui sont tout à fait capables de creuser des galeries. C'est formidable, les enfants de la mine. C'est un peu notre espoir à nous, c'est l'avenir en fait. C'est aussi le rayon de soleil dans cet océan de tristesse. Voilà.
Ouais, c'est des visionnaires, les gars. Non, mais bon, c'est-à-dire qu'ils préparent les futures sanctions et tout le merdier, ça va être compliqué. Je vous souhaite une bonne journée. Vous savez que c'est la revue de presse du Monde Moderne, qu'on peut se retrouver tous les matins. Ici, 3 morts du Covid autour de moi, 70 ans, cancer en phase terminale, 97 ans et 106 ans. Ouais, bah oui, c'est ça. Ah oui, mais c'est une photo, ouais, non, je pense pas. Sur la loi pour les enfants au Canada, oui, il y a ça, oui. Je vous donne rendez-vous demain à 9h30, puisque je serai invité Enfin, je fais l'édito politique sur Sud Radio. Pas de corde, on reste positif, on rigole, hein, on mesure notre chance d'être dans un pays où le président est Emmanuel Macron. Peu d'humains ont cette chance. Nous, Français, avons cette chance unique au monde. Alors, on mesure cette chance. On la mesure. On en prend là. Non, ça. 5 ans, les gars. 5 ans. Allez, à demain.